C'est difficile de trouver un sujet au lycée aussi mal compris que les vecteurs. Et en même temps, ce sont des objets relativement abstraits et c'est pas toujours facile pour un enseignant de bien les expliquer. Je vais donc ici essayer de proposer une façon de les aborder, mais dis-toi bien que comprendre les vecteurs, c'est vraiment qu'une petite partie du problème. Plutôt que de vous dire ce qu'est un vecteur, je vais vous montrer pourquoi on en a besoin. Prenons un sol plat et une boîte posée dessus. Voilà. Une très jolie boîte. Maintenant, si je dessine ça t'inspire quoi? Moi, ça m'inspire un mouvement. Plus précisément, vu que la flèche démarre du centre de la boîte et arrive à cet endroit-là, ça doit vouloir dire que ma caisse va se déplacer comme ça. Je suis sûr que si je t'avais demandé de me représenter ce genre de mouvement, tu aurais dessiné un truc similaire. Bon, et bien en maths, on s'est dit pareil. Sauf que nous, surtout les physiciens, on ne dessine pas que des mouvements, mais plutôt des volontés de mouvement. Par exemple, si tu veux pousser la caisse, oui, c'est une grosse caisse, donc tu réussiras peut-être pas à la faire bouger, mais un physicien représentera quand même la force que tu mets dans ta poussée ainsi. Bon, nous on va rester dans le cas des mouvements pour cette vidéo, mais les deux sont liés. Donc on représente un déplacement en ligne droite avec une flèche. Une rotation, on évitera car ça fait des flèches arrondies et c'est moche. Cette façon de bouger s'appelle une translation. Rien à voir avec le fait de traduire en anglais. Typiquement, une voiture qui avance sur une route bien droite, elle fait une translation. La translation, c'est le mouvement. Mais comment on appelle la représentation de ce mouvement? Parce que dire la flèche, c'est bof. Et ben c'est exactement ça qu'on va appeler un vecteur. Un vecteur, c'est une flèche qui cache plein d'informations en elle. C'est pour ça qu'on utilise une flèche, c'est joli, mais ça contient aussi plein d'informations. Et nous, en maths, on aime ça, condenser les informations. Le premier point important à considérer, et c'est assez contre-intuitif pour beaucoup d'élèves notamment, c'est qu'on s'en fiche du point de départ de la flèche. Car un vecteur représente une idée de mouvement général. Que vous soyez à Londres ou à Paris, faire 3 mètres vers l'est, ça sera toujours faire 3 mètres vers l'est. Une translation n'est jamais définie à un point précis de l'espace. Bien sûr, ce n'est pas la même chose qui bouge, pas au même endroit, mais le mouvement reste identique. Si vous préférez, prenons deux points A et B et disons que je les fais bouger de cette façon. J'obtiens deux nouveaux points que je vais noter ainsi avec une apostrophe pour dire que ce sont des résultats et les différencier de leur point de départ. Bon, est-ce que vous pensez que ces deux points ont bougé de manière différente? Sinon, vous avez compris le principe. Si oui, maintenant regardez ça. Recommençons et imaginons que A et B sont en fait deux extrémités d'un bâton, et je décide de faire bouger mon bâton de la même façon que précédemment. Mes deux points d'arrivée sont les mêmes que ceux que j'avais avant. Pourtant, cette fois-ci, je n'ai décrit qu'un seul mouvement. J'en ai pas besoin de deux. Ça veut dire que les deux mouvements précédents pouvaient être résumés en un seul. Parce que concrètement, j'ai rien ajouté ici. Eh bien, pour les maths, c'est ça. Plutôt que de s'embêter avec des mouvements qui pourraient être résumés en un seul, tant qu'on reste dans des lignes droites, on regroupe ça et on dit que ce sont en fait les mêmes. Bon, ça c'était un point important. Maintenant, si on regardait plus en détail cette flèche, si elle n'a pas de point de départ précis, ni d'arrivée d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle peut contenir comme information intéressante? Bon, en premier lieu, notre flèche a ce qu'on appellera une direction, c'est-à-dire est-ce qu'elle est horizontale, verticale, en biais de 30 degrés, de 60 degrés, etc. Ça, c'est la direction, et bien souvent on la représentera par une droite qui porte notre vecteur. En fait, il y a des histoires de parallélisme qui se cachent là-dessous, mais c'est pas important. Considérez juste que c'est comme quand vous vous déplacez sur une route. Votre direction, c'est la route que vous prenez, mais la route est bien plus longue que le trajet que vous allez faire dessus. Avec un vecteur, c'est ça, le vecteur c'est le trajet que vous faites sur la route, la direction c'est la route qui va porter votre trajet. Nous on symbolise ça par une droite. Mais il n'y a pas que ça qui compte sur votre trajet. Si vous êtes sur la route entre Reims et Nancy, c'est bien de savoir si vous allez vers Nancy ou vers Reims. Bon, dans la vie réelle, on dirait qu'on prend la direction de Reims ou la direction de Nancy. Le souci, c'est que nous, direction, on a déjà pris ce mot juste avant pour décrire la route. Alors on va utiliser un autre mot associant l'orientation. En maths, on dirait que c'est le sens Reims-Nancy ou dans le sens Nancy-Reims. Nous, si on est sur une droite avec des points A et B, on dira qu'on va de A vers B ou de B vers A, et on appellera ça un sens. C'est le plus gros point de confusion de cette notion. On utilise direction et sens qui sont des mots interchangeables dans la vie quotidienne. Mais dans les maths, ce sont des mots très différents. Et pour cause, le sens n'existe pas sans direction. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes dans le sens Limoges-Marseille sans préciser sur quelle route, quelle direction vous êtes. Bon, on a de la chance, en maths, A et B, ça nous suffit pour définir la direction, bah oui, on a besoin que de 2 points pour tracer une droite, et pour définir le sens en même temps. A noter qu'ici, nos points A et B importent peu, ils nous servent juste de points de repère. On pourrait avoir ce vecteur-là et cette droite-là et se dire que notre vecteur a pour direction la direction de la droite AB, et pour sens de A vers B. Car rappelez-vous, on s'en fiche de l'endroit où on représente notre vecteur, même si dans la vie réelle, on s'en fiche pas de la route, mais c'était une image. Donc ça, ce sont les deux grandes informations contenues dans notre vecteur. Mais il y en a une troisième, et bon, celle-là, elle est plus simple, c'est la longueur, qu'on appelle dans le cas des vecteurs la norme. Un vecteur possède ces trois informations, et inversement, ces trois informations nous suffisent à définir un seul vecteur. En clair, si je vous donne une direction, un sens et une norme, vous êtes capable de me trouver le seul vecteur qui correspond. Et comme ces trois informations correspondent à un seul vecteur, si on a deux vecteurs qui partagent ces trois informations en même temps, donc si leur direction est la même, leur sens est le même et leur norme est la même, bah en fait ces deux vecteurs ne sont pas différents, ils sont égaux. Oh tiens, bonjour l'égalité, toi ici, c'est vrai qu'on fait des maths. Je suis sûr que tes amis l'addition et la soustraction sont pas loin. Bon, voilà, c'était une introduction aux vecteurs. Il faut savoir qu'en maths, les vecteurs sont un énorme pan
presque aussi important que les fonctions. Presque, parce que bon, faut pas déconner, les fonctions c'est vraiment partout, là où les vecteurs on peut faire 3 ans d'analyse sans voir le bout de leur nez. Et du coup, il y a énormément de vidéos prévues sur le sujet, mais en attendant, si tu veux te renseigner, m'attends pas.